On peut y aller. Est-ce que je commence? Oui. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance virtuelle. Je m'appelle Madeleine Lavolée. Je suis professeure adjointe au département de sociologie criminologie à l'Université de Moncton. Et je suis Marie-Andrée Pellan, professeure aussi de criminologie à l'Université de Moncton. Le sujet de notre communication aujourd'hui, les violences basées sur l'honneur en contexte sectaire, un concept pertinent. Donc, le but aujourd'hui, on va d'abord définir le concept d'honneur, des violences basées sur l'honneur, les caractéristiques de ces violences-là. On va aller par la suite aux connaissances liées au groupe sectaire, au contrôle en contexte sectaire et coercitif. Puis on va aller voir deux types de comment on peut comparer dans la réalité de groupe ou de communauté ces réalités-là. Notre analyse méthodologique est basée sur vraiment une structure du communautaire qui favorise le contrôle coercitif. On va aussi voir le rôle des femmes dans la socialisation et le respect des normes dans ces communautés et les femmes comme victimes, mais aussi comme agentes de contrôle coercitif. On va s'interroger sur les interventions peut-être dans ces contextes, puis on va terminer avec une brève note conclusive. Donc, pour les aspects théoriques, Madeleine, je te laisse la parole pour définir la notion d'honneur. Donc, la notion d'honneur est dans les sociétés que l'on dit honorables, la préservation de l'honneur de la famille est un attribut qui est majoritairement masculin, mais dont en fait la préservation de l'honneur repose sur ces femmes. Donc, les hommes doivent s'assurer du maintien de la vertu de la femme par le biais de la chasteté, de leur virginité ou de la fidélité, des attributs que ce sont tous des attributs en fait que les hommes que les femmes, excusez-moi, doivent protéger. Donc l'honneur est une valeur qui est reliée à la discipline et à la régulation sociale des comportements de ses membres, souvent utilisé comme un concept politico-juridique religieux lorsque le besoin est de justifier un crime. Donc on va utiliser cette notion-là pour justifier ces actes et les violences qui sont commises à l'égard des membres du groupe. Donc, la définition de la violence basée sur l'honneur, selon ONU Femmes, toute définition de la violence commise au nom de l'honneur devrait comporter au moins 3 éléments clés. Le premier, qui est une pression de la collectivité ou de la famille qui contribue à aggraver cette honte ou à vouloir l'effacer. Donc, la femme a commis un acte et on veut effacer cet acte, on veut effacer la honte que cet acte a apportée sur le groupe. La honte qui est ressentie par un homme qui a perdu ce pouvoir de contrôle, le fait que une femme est contrevenue à l'honneur apporte de la honte, apporte un sentiment de... l'homme a le sentiment d'avoir perdu ce contrôle-là et il va exercer un pouvoir, donc il va vouloir retrouver son honneur en exerçant un pouvoir de contrôle sur la conduite d'une femme et en prenant des sanctions à son encontre. Donc, cette notion de violence basée sur l'honneur, il faut savoir qu'elle ne fait pas l'unanimité, elle est parfois contestée. Il y a des groupes communautaires, dont le groupe de travail sur la violence basée sur l'honneur, qui a été mis en place il y a quelques années passées par le bouclier d'Athéna à Montréal. Un groupe de travail duquel j'ai fait partie a travaillé sur une définition de terrain de la violence basée sur l'honneur. Donc, une définition où différents milieux de pratique, des services de police, du milieu de la protection de la jeunesse, du milieu scolaire, du milieu de l'immigration, ainsi que de la recherche et des milieux des organisations pour femmes victimes de violences. On s'est entendu sur cette définition commune
pour mettre en place et développer des outils d'intervention et de prévention. Donc, on a défini la violence basée sur l'honneur comme étant toute forme de violence psychologique, physique, verbale, sexuelle, économique et spirituelle qui est motivée par le désir de protéger ou restaurer l'honneur ou la réputation d'un individu, d'une famille ou d'une communauté. La violence basée sur l'honneur est utilisée pour contrôler le comportement à la fois social et sexuel d'une personne afin que celle-ci se conforme à des normes, des valeurs et des pratiques liées à des traditions ou coutumes d'un groupe donné. Elle peut être utilisée en guise de sanction ou correction du fait d'un comportement jugé ou perçu inapproprié. Et là, c'est important de souligner cela, comportement jugé ou perçu. Donc, il peut s'agir d'une simple perception d'une personne de la communauté comme quoi ce comportement était potentiellement déshonorable pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises à l'encontre de la personne. Donc, ce type de violence peut être exercé par un ou plusieurs membres d'une même famille, y compris la famille étendue ou même des membres d'une communauté. Donc, on s'est aperçu avec les différentes recherches et les différents effectués sur le terrain qu'il y avait des caractéristiques communes aux violences basées sur l'honneur, où généralement, quand il y a un crime qui est commis, ce crime-là est planifié. Donc, l'honneur, pour être restauré, on va planifier la sanction qui va être faite contre la personne. Le mobile du crime est de rétablir cet honneur-là, cet honneur qui était perdu. Pour cela, on va utiliser pour contrôler le comportement social ou sexuel d'une personne. Donc, ce sont toutes sortes de formes de violence qui vont être utilisées pour contrôler le comportement social et sexuel. L'exécution du crime implique plusieurs membres de la famille, voire de la communauté. Un des exemples au Royaume-Uni, par exemple, où les services de police au Royaume-Uni se sont aperçus lors de l'enquête d'un meurtre qu'il y avait 50 personnes impliquées dans l'organisation de ce meurtre-là et que ce meurtre avait des ramifications dans 20 pays différents. Donc, c'est pour vous montrer à quel point le meurtre peut être le crime peut être à la fois planifié et à quel point les membres de la communauté et de la famille, tout le monde va avoir un rôle plus ou moins grand à jouer dans la restauration de cet honneur-là. La famille élargie ainsi que la communauté fait pression sur la famille directe pour que l'honneur soit sauvegardé. Donc, même si certaines familles sont réticentes à exercer certaines sanctions sous forme de violence, la communauté va faire une pression telle que la famille va finir par passer à l'acte et aller jusqu'à avoir des pratiques violentes qui peuvent aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'au meurtre. Et généralement, contrairement à ce que l'on peut voir généralement, les agresseurs ne montrent pas, dans ce cas-là, ne montrent pas de remords et ils se considèrent au contraire comme les victimes du comportement de la personne. Donc, c'est comme si les comportements étaient un petit peu inversés. Ils n'expriment pas de remords ou de culpabilité d'être passés à l'acte. Au contraire, c'est honorable, ils ont restauré l'honneur et c'est eux qui étaient des victimes du comportement de la personne. Donc, l'honneur ici n'est pas vu comme une atteinte à la liberté, mais plutôt comme une reconnaissance publique de respectabilité de la famille, de la communauté ou d'un groupe. Il est intéressant de constater à quel point il y a des liens entre la définition d'honneur basée sur l'honneur avec nos définitions, la théorie reliée au groupe sectaire. Si on prend la définition de Lalish et McLaren, une secte, c'est un groupe ou une relation qui étouffe l'individualité et l'esprit
critique. Ça exige un engagement intense et une obéissance à une personne ou une idéologie, et ça limite ou élimine l'autonomie personnelle en faveur de la vision du monde de la secte et des désirs et des besoins du leader. On voit donc que le désir de voir respecter la vision du monde ou les désirs du leader pourrait devenir un synonyme d'honneur dans les communautés dont tu parles, Madeleine, dans les groupes sectaires. Comment on voit cette emprise-là ou ce contrôle-là qui se développe dans les groupes sectaires, toujours comme l'indique Lalich et McLaren, c'est pas tant les croyances qui sont problématiques, mais surtout comment elles sont transmises à l'ensemble de la communauté, comment les objectifs du groupe sont transmis, quelle pression est utilisée pour qu'elles soient respectées, qui transmet ces croyances-là, avec quelle emprise, quelle est la structure mise autour du membre et de la communauté pour qu'elle soit respectée et jusqu'à quel point elle va contraindre l'autonomie et la liberté des individus. Donc, jusqu'à quel point, finalement, chaque personne du groupe va pouvoir faire des choix libres et éclairés et seule sans l'influence du groupe. Donc, il y a vraiment un contrôle qui est communautaire. Naturellement, quand on lit les écrits sur les groupes sectaires ou les sectes ou tout ce type d'organisation-là, ce qui est au centre de la définition, c'est l'élément de contrôle qui est exercé, ou du moins tout l'élément qui va rendre le choix de chaque individu un peu plus contraint et non pas libre et éclairé. Donc, c'est là où on peut faire des liens avec les définitions de violence basées sur l'honneur parce qu'il y a un contrôle qui est familial, communautaire, qui est exercé sur les individus afin qu'ils respectent la vision du monde et les besoins du leader. Naturellement, Langoni a depuis longtemps défini la réforme de la pensée, ou du moins toutes ces formes de contrôle qu'on voit dans les groupes sectaires qui peuvent contrôler le comportement. Donc, on va penser que l'information accessible va être contrôlée par le leader. Les membres n'auront pas, par exemple, accès à l'ensemble des sites Internet qui critiquent le groupe. La littérature va être vraiment inspectée pour façonner l'information auquel a accès le membre. Il peut y avoir une manipulation qui est mystique, liée au pouvoir que le leader peut avoir. Parfois, on peut aussi contrôler le membre parce qu'on lui permet de faire, c'est-à-dire le niveau de pureté qu'on va exiger chez lui, c'est-à-dire peut-être tant au niveau des comportements sexuels qu'au niveau de la nourriture qu'il va consommer. Ça peut finalement contrôler l'ensemble de son mode de vie quotidien pour maintenir cet état souhaité par le groupe. On peut ajouter à l'état de contrôle en favorisant la confession publique. Donc, on parle des moindres faits et gestes, des moindres actions qu'on a posées avant de joindre le groupe, ce qui peut par la suite être utilisé pour favoriser notre respect des normes groupales, qui peut être une façon de garder notre silence. Donc, il y a beaucoup de recherches qui nous disent tous ces moyens-là dont la communauté exerce un contrôle sur l'individu. Lalich a écrit dans son livre de 2004 et par la suite avec McLaren le choix contraint, donc the bounded choice. Comment finalement on en arrive à contrôler la gestion de l'ensemble de la vie quotidienne des membres? C'est par ce système de croyances-là qui est transmis, par l'influence de tous les membres de la communauté qui nous surveillent, qui nous côtoient, qui nous rappellent les normes du groupe, et par ce leader charismatique-là qui peut, par exemple, nous surveiller au quotidien, même quand il n'est pas directement avec nous, et qui a un pouvoir sur nos choix, nos décisions, nos comportements. Ça fait en sorte que l'ensemble des décisions liées au quotidien est donc contrôlé par la vie du groupe et l'ensemble des normes qui sont transmises à l'intérieur de ces groupes-là. Plus récemment, si vous voulez, Steven Hassan a réduit ou a résumé ce contrôle-là en utilisant le modèle BITE, c'est-à-dire que le contrôle de l'individu se fait
à partir du contrôle de 4 aspects de sa vie. Donc, le contrôle va être fait sur ses comportements, sur l'information auquel il a accès, sur ses pensées. Donc, ces pensées devront, par exemple, être modulées sur la philosophie du groupe et sur les émotions même qu'il ressent. Certaines émotions vont être à proscrire parce qu'elles sont contraires à la philosophie du groupe. Donc, ce qui va faire que tous les espaces de la vie de la personne vont faire l'objet d'un contrôle, soit intériorisé par soi-même, soit extérieur par la communauté élargie. Ce contrôle coercitif-là, selon Stark, qui a étudié de façon plus générale le contrôle coercitif tant en situation relationnelle qu'en situation groupale, va nous dire que dans les sociétés traditionnelles, plus les groupes dont Madeleine et moi parlons aujourd'hui, ça va emmener quoi? Un asservissement des membres. C'est-à-dire que les options pour les victimes vont sembler fixes. Son comportement va être dicté par le groupe, puis les options pour se sauver de la situation vont être peu nombreuses. Donc, ces choix vont être de plus en plus contraints par le groupe. Ce qui est différent dans une relation conjugale ou dans laquelle on vit dans une société plus libre, on pourrait plus facilement voir ce contrôle coercif-là et protester contre ces formes de contrôle. Puis on pourrait peut-être plus facilement observer la gravité, même si on ne peut pas aussi facilement en sortir tout de même, on serait plus à même de les reconnaître. Parce que finalement, qu'est-ce que les sociétés traditionnelles ou même égalitaires, qu'est-ce que le contrôle coercitif vise à faire? Briser la personnalité des individus pour réduire progressivement leur capacité d'agentivité, donc de prendre le contrôle sur leur vie et de faire des décisions pour eux et par eux. Donc, le point commun de ces deux contextes d'analyse, donc de la violence basée sur l'honneur et de la vie dans un groupe sectaire, tel que défini par la Liche, c'est le contrôle qu'exerce la communauté sur les choix, les décisions, les comportements des membres. Madeleine? Donc, l'analyse des communautés ou des groupes sectaires, on le voit, c'est organisé autour d'un régime qui est patriarcal. Donc, ainsi, le pouvoir dans la famille est détenu par les hommes ou dans le cas d'un contexte sectaire, est détenu par le leader. Le pouvoir est détenu donc par les hommes et les formes de ce pouvoir peuvent vraiment varier selon les objectifs communautaires, que ces objectifs soient d'ordre politique, économique ou encore religieux, mais quoi qu'il en soit, on veut restreindre le rôle des femmes à des rôles sociaux très traditionnels. Donc, ça peut peut-être réduire, ça peut peut-être exclure certains groupes sectaires. Donc, on va parler de groupes sectaires qui sont vraiment organisés selon un modèle de rôles sociaux traditionnels, comme vient de le dire Madeleine. Et c'est la même chose pour les communautés culturelles. C'est pas toutes les communautés culturelles, attention, qui sont concernées par ces violences basées sur l'honneur. Donc, c'est certaines d'entre elles, et à l'intérieur de ces communautés-là, encore là, il y a différents groupes. Donc, comme on vous l'a décrit tout à l'heure, un peu brièvement, comment on a fait pour comparer ces deux concepts-là? On a réuni des entrevues que nous avons toutes deux réalisées dans le cadre de nos études doctorales et par la suite. Donc, on a interviewé des femmes. Madeleine a interviewé des femmes provenant des communautés culturelles où l'honneur est important. Donc, 11 entretiens et des groupes polygames, donc plus de 30 entretiens au cours des 15 dernières années. On a retenu 3 thématiques qui étaient communes aux entrevues. Donc, la structure communautaire qui favorise le haut rôle coercitif, le rôle des femmes dans la socialisation des filles et les femmes qui sont à la fois victimes mais agentes du contrôle coercitif. Donc, ici, pour analyser puis pour
on voulait vraiment vous montrer un petit peu ces deux contextes qui sont différents, mais à la fois similaires. Puis je pense que l'une et l'autre, avec Marie-André, on a trouvé des photos très marquantes qui ont marqué quelque part nos travaux. Donc, où on voit, où c'est des contextes différents, mais on voit un homme souvent beaucoup plus âgé avec une jeune femme, voire dans certains cas, une jeune fille. Tout à fait. Donc, la structure communautaire qui favorise le contrôle coercitif. Donc, ce que j'ai pu retrouver dans mes travaux, c'est qu'on passe vraiment de la tutelle du père à la tutelle du mari ou bien du leader. La femme ne peut pas, elle n'a pas d'existence juridique qui lui est propre. Cette existence, en fait, elle est traitée au même statut qu'un enfant. C'est-à-dire que c'est comme si elle peut pas faire ses propres choix, elle doit être guidée dans ses choix et c'est facile pour elle de sortir de la famille, c'est à travers le mariage. Donc, elle passe vraiment de la tutelle du père à celui du mari. Et quand, dans certains cas, ça, c'est une de mes participantes qui avait eu des problèmes avec son premier mari et la famille avait reconnu qu'il y avait des problèmes et il lui avait dit, d'accord, c'est correct, tu peux divorcer, mais on va te trouver tout de suite un nouveau mari. Il n'était pas question que cette femme-là puisse vivre seule et sans la protection, entre guillemets, d'un mari. Donc, elle n'était pas encore divorcée, qu'il y avait déjà un autre mariage qui l'attendait. Et je lui ai posé la question, ce n'est pas possible de vivre seule sans être mariée. Elle me disait, non, c'est pas possible. Tu es considérée comme une putain. On croit que tu vas aller coucher d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment intéressant parce que en contexte polygame aussi, le statut de femme célibataire ou même de femme qui va être veuve n'existe pas. Elle doit rapidement être mariée. La socialisation dans le mode de vie polygame aussi est toute orientée vers ce qu'on appelle le keep sweet. Donc, l'idée d'un contrôle du comportement quotidien des femmes. Je vous donne un exemple d'une ancienne membre qui, dans une biographie, va nous dire naturellement, c'est une traduction libre. Je ne me souviens pas d'un moment dans ma vie où on ne m'a pas dit que mon rôle dans la vie, comme une bonne enfant du clergé, était de grandir et de devenir une épouse dans un mariage pluriel. On m'a appris, ma grand-mère, ma mère, le père, l'école, mon église, que comme fille, je devais être complètement obéissante au père, aux dirigeants de la prêtrise et aux hommes du clergé. Après mon mariage, à mon époux, on m'a dit que j'étais bonne, ce qui veut dire être complètement obéissante sans question. Et si c'était le cas, je serais sauvée quand la fin du monde arrivera. Donc, ils sont vraiment socialisés à comprendre qu'elles sont constamment, à toutes les étapes de leur vie, dépendantes du regard, de l'autorité de l'homme, du père, des hommes de la communauté en général et du leader. Donc, ils ont plus de contrôle sur leur vie. Le choix personnel dans ce contexte-là n'existe donc pas. Donc, on voit aussi dans les femmes que j'ai rencontrées où il y a cette absence de consentement ou du moins un consentement qui est entre guillemets parce que ce consentement-là, il est contraint. Il va être contraint de différentes façons. On va utiliser différentes formes de violence pour contraindre ce consentement, que ce soit de la violence psychologique ou voire de la violence physique, spirituelle. Donc, on va user de toutes les formes de violence et ces formes de violence-là vont augmenter si la femme fait preuve de rébellion. Plus elle va être rebelle, plus les actes de violence entrepris pour contraindre son consentement vont être importants. Et à quel point les femmes sont socialisées, comme le disait Marie-André, elles le savent très bien. Parfois, elles n'ont même pas besoin d'utiliser la violence physique parce qu'elles sont socialisées
Elles sont socialisées de leur plus jeune âge à ça. Et pour Chloé, une des femmes que j'ai rencontrées, elle disait, c'est mon père, le roi de la maison, c'est lui qui décide. On n'a pas le choix de décider par nous-mêmes de quoi que ce soit. J'ai peur de le dire que j'ai un chum parce que je ne sais pas ce qui va arriver si je dis quelque chose. Il va y avoir de grandes choses, il va y avoir des conséquences, elles peuvent être violentes. Il va se fâcher. Ils m'apportent là-bas, donc dans leur pays d'origine, ils me marient et ils ne m'apportent plus ici au Canada. Je l'ai vu et j'ai compris que dans notre pays, dans notre village, il peut tuer sa fille, il peut forcer sa fille, il peut frapper sa fille pour que les gens ne disent rien sur les parents et qu'ils disent que ce monsieur-là a fait quelque chose de bien. Donc, il y a tout le temps cette menace pour les filles où si elles contreviennent à l'honneur, si elles entachent la réputation de leur famille, elles savent très bien que il va y avoir des répercussions, il va y avoir des représailles. Elles savent que ces représailles peuvent être violentes. Dans un des documentaires que j'avais eu l'occasion de visionner, une des jeunes filles disait, tu sais, t'as pas nécessairement besoin qu'on soit violent à ton égard, parce que quand tu as vu ta cousine se rebeller et se faire égorger sous tes yeux, ça vient juste là. Tu sais ce que tu dois faire et tu sais le rôle que tu dois tenir. Donc là, c'est dans des cas extrêmes. Mais souvent, c'est beaucoup de chantage psychologique, affectif qu'on va utiliser pour contraindre le consentement. Donc, le consentement, quand consentement entre guillemets il n'est pas ni libre ni et encore moins éclairé. Donc, dans un système où il y a des comportements déshonorants, que ça soit, et là, on a, avec Marie-André, sélectionné les sanctions qui pouvaient être communes à ces deux contextes-là. Donc, une femme qui va déshonorer, qui va pas avoir le comportement que l'on attend d'elle, se met à risque d'avoir des coups et blessures, d'être séquestrée, de faire l'objet d'une violence spirituelle, notamment dans le contexte sectaire. Il va y avoir des violences psychologiques, verbales, voire sexuelles. Dans le cas des violences basées sur l'honneur, ça peut mener à des mariages forcés. Dans les cas ultimes, ça peut conduire au meurtre. Et ça peut aussi, on va asservir la personne en guise de sanction parce qu'elle n'a pas répondu, au rôle qui lui était imposé. Par exemple, chez les communautés polygames, on peut voir souvent la jeune fille va être menacée d'envoyer dans une autre communauté où elle va devoir travailler pour les membres du groupe, donc être dépendante des autres, comme sanction, comme punition, ou être mariée à un homme pour lequel il y a une réputation dans la communauté qui est violente, qui est menaçante. Les femmes ses sœurs épouses n'ont pas un mode de vie agréable. Donc, c'est des menaces qui sont quotidiennes. Ils ont des exemples marquants de ça, comme Madeleine le dit dans son exemple. Donc, ça fait partie de leur quotidien. Un exemple, par exemple, dans une sœur épouse rencontrée, elle parle que lorsqu'elle a refusé d'avoir des relations sexuelles avec son époux parce qu'elle pensait à quitter la communauté, les sœurs épouses l'ont sanctionnée et ont même puni ses enfants. Je vous lis un extrait de ce qu'elle nous dit. Le reste de ces femmes ont commencé à s'en prendre à mes enfants. Elles ont dit à mes enfants que puisque j'étais en rébellion contre leur père, ils ne devaient pas obéir à ce que je leur demandais, sinon ils seraient punis. Maintenant, je devais donner de la nourriture en cachette à mes propres enfants. J'essayais de les garder aussi près de moi que possible, mais il y avait des moments où je ne pouvais pas les protéger. Parfois, ils jouaient avec les enfants de Barbara et elle cherchait n'importe quelles excuses pour leur faire mal. La cruauté s'intensifiait et je devais trouver un moyen pour la faire cesser. Le sexe, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre?
Donc, on voit bien là, comment la norme dans la communauté ou dans la famille, et on favorise son respect par le contrôle. Donc, les enfants, dans ce contexte-là, deviennent un outil qui est utilisé pour faire respecter le comportement à la sœur épouse. Donc, les conséquences de la préservation de cet honneur-là qui pèse sur les filles et notamment sur les jeunes filles, comme dans le cas de Camille. Camille qui un jour avait participé à une sortie scolaire et qui, lors de la sortie scolaire, sa tante est passée sur la rue à ce même moment-là et il y avait 3 garçons qui suivaient Camille derrière et le message qui a été transmis à la famille par la tante, c'est que Camille avait pas 1 mais 3 chums. Et ça lui a valu d'être séquestrée à la maison pendant 15 jours pour un comportement qui avait été jugé ou perçu inapproprié justement par la tante. Donc, si j'avais un chum, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrais plus aller à l'école, je ne pourrais plus sortir de chez moi et ils vont m'apporter dans le pays d'origine pour me marier à un autre gars. À cause de ça, je ne veux pas causer de problème chez moi et c'est pour ça que je ne cherche pas de chum. Depuis ce jour, dès que je sors de l'école, je ne parle plus à personne. Je ne sais pas quand mon père va venir. Peut-être si c'est un ami, il ne va pas comprendre. Il va dire que c'est mon chum. Alors, depuis ce jour, je ne parle plus à personne et je vais directement à la maison. C'est pour ça j'ai peur d'avoir une conversation même avec des amis. Donc, les jeunes filles sont parfaitement conscientes des représailles qu'elles peuvent encourir et le rôle qu'elles doivent tenir et vont tout faire pour préserver cet honneur-là, quitte à ne même pas parler, avoir le très peu de contacts sociaux possibles à l'extérieur du groupe. Donc, on s'aperçoit finalement qu'on arrive dans un contexte de violence de violence et de contrôle qui est spécifique à ces 2 contextes-là, où il y a des conséquences qui peuvent effectivement s'apparenter à ce qu'on peut retrouver dans un contexte de violence conjugale, dans un contexte de violence familiale, mais on s'aperçoit qu'il y a certaines spécificités. La première, c'est qu'on est dans une dynamique qui est différente de la violence conjugale. Le continuum de violence est différent et c'est un continuum de violence qui est lié à ce concept d'honneur-là. Il n'y a pas, contrairement à la violence conjugale, il n'y a pas ce contexte émotif ou amoureux à la base, puisque c'est quelque chose qui, la plupart du temps, est imposé. La deuxième spécificité, c'est que le cycle de la violence conjugale, il est différent, puisque le mari ou le leader n'a pas besoin de justifier pourquoi il a exercé un comportement de violence et il y a encore moins cette période de lune de miel. Donc, c'est vraiment, les femmes vont connaître bien souvent que les phases de tension et de crise, puisqu'il n'y a pas besoin de justifier ou de reprendre, d'amadouer la femme avec la lune de miel pour reprendre le pouvoir et le contrôle sur elle. La troisième spécificité, c'est qu'on l'a vu dans un contexte comme dans l'autre, la violence est commise par des auteurs multiples, par des membres de la famille, dans certains cas, des membres de la belle famille, par des membres de la communauté, par le leader. Donc, c'est pas juste par le mari, mais vraiment par des auteurs, différents auteurs. Et la quatrième spécificité, on voit que la vie familiale et conjugale, c'est l'honneur, c'est cette préservation de l'honneur qui encadre tous les comportements, les rôles sociaux et sexuels que doivent jouer les femmes. On voit bien dans le secteur que c'est peut-être pas le concept d'honneur, mais c'est toute la vision du monde qui est transmise dans le groupe qui est l'objet par lequel on évalue le comportement des hommes et des femmes. Donc, ça va très bien avec ce que tu viens de dire.
Donc, le rôle des femmes dans la socialisation et le respect des normes. On a vu plusieurs éléments communs dans nos analyses. D'ailleurs, les valeurs patriarcales qui sont exercées par les femmes et qui sont elles-mêmes intégrées, ça fait partie du quotidien des femmes. Les femmes sont des agentes de socialisation dans les communautés polygames. C'est elles qui vont transmettre la culture. Les grands-mères vont particulièrement jouer un rôle central dans cette transmission. Le statut de belle-mère, l'achèvement de l'identité ou gagner sa place dans l'espace social, c'est aussi important. L'honneur est aussi porté par les femmes et sa surveillance est d'ordre public. Donc, tout le monde doit s'assurer de préserver l'honneur. Et la pression des mères sur leurs filles, dont la moralité leur incombe, est aussi très importante. Donc, les femmes, c'est les agents de socialisation dans les communautés polygames. On l'a vu, par exemple, avec Élodie, qui, elle, était une jeune femme américaine qui a déménagé dans une communauté polygame canadienne. Les gens peuvent avoir plus d'une femme et vivre une vie d'enfer. Vraiment, je veux dire, ils font un désordre misérable. Ce n'est peut-être pas ça ne fait pas d'eux de meilleures personnes, mais ça n'en fait pas des pires. Quant à penser qu'ils sont les meilleurs, non, mais je pense que ça leur donne plus d'occasion d'apprendre à gérer tes émotions, à faire face à ton côté humain en toi et à conquérir tes émotions qui ne seraient pas remarquées autrement. Mes mères m'ont tout appris à respecter mon époux, à accepter son autorité. C'est l'exemple que j'ai eu. On le voit bien donc que souffrir dans le quotidien peut être une expérience importante pour les femmes polygames. Ça leur permet, elles sont socialisées à le percevoir comme une expérience qui leur permet de grandir, qui leur permet de devenir des déesses. Un petit peu dans le même sens où ces valeurs patriarcales qui sont exercées par les femmes qui les ont, comme disait Marie-André, on dit qu'elles les ont elles-mêmes intégrées. Donc, quelque part, ces comportements-là, cette socialisation-là est exercée par les femmes elles-mêmes. Dans l'exemple de Danae, dès que je suis arrivée, ma belle-mère m'a dit « Tu es une fille, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, ton travail, c'est de prendre soin de ton mari et de la maison. » Donc, c'est le rôle auquel les rôles auxquels sont astreintes les femmes. Il n'était pas question pour la belle-mère de Danae qu'elle puisse poursuivre ses études. Ça servait à rien de toute façon. Maintenant, elle était mariée à son fils et on s'attendait d'elle à ce qu'elle en prenne soin et qu'elle prenne soin de la maison et des occupants de la maison. Il ne nous reste qu'un seul thème pour nos 10 dernières minutes. Donc, les femmes comme victimes et agentes de contrôle coercitif. Donc, on s'aperçoit que les femmes, dans tout ce qu'on a dit avec Marie-André, qu'elles sont, à la fois, elles vont jouer un rôle comme elles vont transmettre ces valeurs-là, elles vont socialiser les autres femmes à ces valeurs-là, et on s'aperçoit que tantôt, elles ont un rôle de victime, mais tantôt, elles ont un rôle d'agente du contrôle. Et alors qu'on s'attendrait à ce qu'elles soient déjà passées par là, qu'elles soient solidaires avec les autres femmes, on s'aperçoit qu'au contraire, elles ne vont pas être solidaires, mais ça devient un petit peu chacune pour soi. Donc, dans le cas, par exemple, d'un mariage, dans le cas où le mariage est forcé, elles deviennent les complices d'un viol qui est organisé, puisque c'est elles qui vont préparer la jeune épouse au rôle qui l'attend dans sa vie de femme. La femme aussi, les femmes, elles deviennent une sorte de monnaie d'échange. Donc, elles deviennent des victimes d'alliances stratégiques, que ce soit entre des communautés ou à l'intérieur du groupe sectaire, à qui est-ce qui va marier le meilleur parti.
Donc, les femmes vont rester préoccupées aussi par l'image qu'elles vont projeter à l'extérieur. Et même si elles vivent des difficultés, elles ne vont pas nécessairement en parler aux autres femmes parce qu'elles vont avoir peur du qu'en dira-t-on et ça devient un petit peu chacune pour soi. Dans la victimisation aussi peut venir encore là où on penserait qu'elles sont solidaires entre elles ou au contraire, la victimisation peut venir par les autres femmes de la famille, que ce soit de la belle famille ou des belles-sœurs ou comme on l'a vu, des sœurs et épouses dans le contexte sectaire. Et souvent, la dernière arrivée devient corvéable à souhait. Donc, je disais, la dernière arrivée devient corvéable à souhait dans le sens où Léa, elle, dernière arrivée, fraîchement arrivée dans sa belle famille, et là, elle me racontait que mes belles-sœurs, donc comme les femmes de mon beau-frère, tout le monde me maltraitait. On m'a donné beaucoup, beaucoup de travail à faire, tous les travaux domestiques. C'est devenu de plus en plus difficile, j'étais enceinte. Ma mère m'a dit, c'est mieux que tu restes ici. Elle avait fait l'objet, elle s'était plaint à sa mère qu'elle était maltraitée, mais sa mère lui a dit, tu sais, c'est comme ça, il vaut mieux que tu restes ici, continue. Fais des efforts, c'est à toi de faire les efforts, continue dans ce sens-là. Et en même temps, il y a beaucoup de pression de la société pour sauvegarder l'honneur et la réputation à la fois de la famille et à la fois de la belle famille. Ma belle-sœur puis mon mari sont venus me chercher et après, ils ont continué la torture psychologique. Je faisais tout. Personne ne travaillait sauf moi. Je faisais tous les travaux domestiques. Je devais nettoyer la cuisine, le ménage, nettoyer les vêtements à la main, tout. Elle me disait même nettoyer les vêtements à la main alors que la belle famille disposait d'une machine à laver. La surveillance est aussi présente entre les sœurs épouses. Donc, Simone va nous dire, la jalousie, ça fait partie des choses que nous devons apprendre à contrôler. On doit aider nos sœurs épouses à ne plus ressentir de la jalousie. Des fois, ça veut dire parler des comportements d'une sœur épouse aux autres. Nous devons le faire avec amour, mais en même temps, il faut le faire parce que notre accès au paradis est en péril. Donc, il y a toujours cette idée-là que le contrôle est inévitable parce que les personnes qui n'ont pas un comportement qui respecte la norme pourraient avoir des conséquences irréparables sur le groupe dans le cadre sectaire, mais sur la communauté ou la famille dans le cadre des violences basées sur l'honneur. Donc, la victimisation, comme on le disait, peut venir du fait des autres femmes de la communauté qui deviennent des complices de cette violence-là. Dans le cas de Jade qui me racontait, j'avais une voisine, elle est médecin. J'ai tout raconté. J'ai décidé d'appeler la police. Jade vivait vraiment de la violence extrême. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Tu n'es pas une bonne femme. Elle me dit tout le temps, il faut résister. Tu sais, on est de telle communauté, on est comme ça. Puis j'ai dit, si toi tu vis comme ça, est-ce que tu vas l'accepter? Elle m'a dit non, je ne peux pas vivre comme ça. Mais quand même, je n'appellerai pas la police. Puis moi, c'était la seule solution que j'avais pour protéger mes enfants. Mais cette personne-là lui a dit, si tu fais ça, tu es une personne qui n'a pas de ventre. Donc, dans le sens où tu vas trahir notre communauté. Et ça vient d'une femme médecin qui est supposément doit assistance à personne en danger quand elle en voit une. Mais là, du fait que cette personne-là venait de sa communauté, c'est non, tu n'appelleras pas la police et si tu le fais, tu vas ternir la réputation de notre communauté. Donc, ça présente beaucoup de défis au niveau de l'intervention parce que on peut le voir, c'est des contextes où les femmes ont très peu de fenêtres de liberté. Donc, c'est vraiment un chemin qui est souvent parsemé d'embûches. Elles vont faire face à des barrières personnelles, à la fois où elles vont parfois, elles sont très jeunes. Parfois, il va y avoir, dans le cas de femmes immigrantes que j'ai rencontrées, la barrière la plus importante était la barrière de la langue.
Les barrières également culturelles, elles ne savent pas nécessairement vers qui se tourner, et c'est mal vu on lave pas son linge sale en public, c'est très mal vu d'aller parler de ce qu'elle peut vivre dans un contexte d'intimité. Et les barrières aussi institutionnelles où on se retrouve avec des organismes qui ne sont pas nécessairement outillés à faire face à ce genre de contexte de violence spécifique là. C'est sûr que... Oui, vas-y. Non, vas-y, je te laisse y aller. En fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour conclure, mais c'est sûr que le problème, c'est toujours la peur de représailles, le sentiment de honte et de culpabilité. Ça va limiter la dénonciation. Ça va renforcer leur hésitation. Tu peux continuer? Donc, c'est ça, la recherche d'aide devient quasiment impossible dans le cas où elles sont extrêmement contrôlées, dans le cas où il y a une barrière de la langue, où elles sont séquestrées. Dans certains cas, elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne connaissent pas leurs ressources, mais aussi toute la difficulté d'envisager l'avenir seul. Elles font partie de communautés où ils ont l'habitude de vivre en collectivité et donc où l'individu n'existe pas quelque part sans le reste de la communauté et sans cette collectivité qu'il est autour de lui. Donc, la difficulté d'envisager cet avenir seul où tout doit être réappris presque. Donc, peut-être pour conclure, une ligne qui est mince entre on a des comportements pour tenter où on va justifier ces comportements pour protéger les femmes, les protéger presque d'elles-mêmes, et une visée de contrôle de ces femmes et de ces filles-là. On voit à quel point l'ostracisme communautaire, cette menace de représailles, est vécue comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des femmes qui tantôt vont faire face au tribunal communautaire ou au tribunal sectaire où elles vont être jugées pour leurs comportements sociaux et sexuels par l'ensemble des membres du groupe. Et c'est des contextes traditionnels, dans le cas de Marie-André et dans mon cas, qui sont différents, mais qui, quand on en parlait à chaque fois à Marie-André, c'est ça qui a fait l'objet de cette présentation-là, où à chaque fois, on voyait les grandes similarités de ces deux contextes-là qui font en sorte que finalement, cette problématique-là est loin d'être marginale. Tout à fait. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, notre temps est écoulé, mais vous pouvez toujours nous envoyer un courriel. Puis ça fait avec plaisir qu'on va partager. Mais pour répondre donc à la question initiale, le concept d'honneur est tout à fait pertinent. Les savoirs produits pour les violences basées sur l'honneur sont tout à fait pertinentes pour comprendre les réalités sectaires. Merci beaucoup, Madeleine. Merci beaucoup, Marie-André.